Alors les amis, est-ce que vous vous posez des questions sur votre travail comme est-ce que je suis toujours à la bonne place ou dans la bonne entreprise ? Moi, vous savez, je me suis moi-même posé toutes ces questions et j'ai fait le grand saut il y a plus de 17 ans en changeant de voie et de métier. Et j'ai mis plusieurs années à mettre en place mon changement professionnel et j'aurais aimé à l'époque pouvoir être accompagnée. C'est pourquoi aujourd'hui je suis heureuse de vous présenter notre partenaire, Chance, qui propose un bilan de compétences 100% en ligne pour vous aider à construire votre projet professionnel. Avec Chance, vous alternez des activités en ligne et des visios avec un coach professionnel choisi sur mesure pour vous aider à renouer avec vos aspirations profondes. Et le petit plus que j'aime particulièrement et qui change tout, c'est la force et la présence de la communauté Chance. En résumé, un vrai accompagnement sur 12 semaines pour construire le projet pro qui sera en harmonie avec la personne que vous êtes aujourd'hui. Alors en plus, le parcours est 100% finançable grâce à votre compte personnel de formation. Alors les amis, c'est le moment de profiter de l'été pour prendre du temps pour vous et de votre avenir. Rendez-vous sur le site chance.co pour faire le point avec un conseiller et préparer votre nouvelle vie pro pour la rentrée. Bienvenue dans le Best-of Métamorphose, une série spéciale qui vous permet de découvrir ou de redécouvrir les épisodes les plus écoutés de Métamorphose. Bienvenue dans la saison 3 du podcast Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Je suis Anne Guéquière, fondatrice du magazine Féminin Bio, auteure de l'Oracle de la Métamorphose et éditrice de projets engagés pour un nouveau monde. Chaque lundi et jeudi, dès 7h, nous partons ensemble à la découverte d'un sujet lumineux avec une personnalité qui porte une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Comment écouter ce que notre âme semble nous dire, comment se mettre au diapason des messages de notre corps, comment notre façon d'être au monde parle-t-elle de nos masques, amnésie et parts manquantes ? Comment plonger dans les profondeurs de nos blessures pour se guérir vraiment ? Mon invité est un écrivain, conférencier, reporter et homme de médias, célèbre notamment pour ses livres best-sellers sur la conscience et l'au-delà. Des livres puissants qui ne laissent personne indifférent. Et dans ce nouveau récit absolument bouleversant, son nouveau livre « Nos âmes oubliées », aux éditions Albin Michel, il livre un témoignage poignant d'une grande profondeur et d'une rare humanité. Une grande claque au cœur de l'enfance blessée. À la lecture de ce livre, votre vie pourrait bien prendre un autre tournant. Vous aurez sûrement reconnu Stéphane Alix. Bonjour, cher Stéphane. Bonjour, Anne. Alors, comment tu te sens, cette première question, un peu émotionnellement, pour la sortie de ce nouveau livre, Nos âmes oubliées, je le disais en introduction, ce livre qui te fait partir aussi à la découverte de ta petite enfance dans les profondeurs du passé. Un livre, je le disais, bouleversant. Enfin, en tout cas, moi, qui m'a beaucoup chamboulé, je te l'ai dit hors antenne. Écoute, mais merci de tes commentaires. C'est vrai que je suis moi aussi toujours chamboulé, toujours très remué. Je passe ma vie depuis presque 20 ans maintenant à avoir continuellement le désir et l'envie d'explorer les recoins de mon âme, les recoins de mes ombres. Et là, depuis plusieurs mois, je me demande si je suis pas allé un peu trop loin. En même temps, non. Mais en même temps, c'est tellement déstabilisant d'aller au cœur de soi-même que c'est compliqué. Oui, on va y revenir évidemment pendant cette interview. C'est vrai qu'on sent toi, depuis longtemps à travers tes livres, cette soif vraiment de mise en lumière et de compréhension profonde de ce que tu appelles aussi cette part manquante. Et cette part de toi qui se questionne en permanence, mais qu'on a peut-être finalement tous. Tu dis que tu es devenu un psychonaute dans cette quête. Oui, ça c'est un terme développé par notamment des gens comme Stanislav Grof et les pionniers de l'exploration de la conscience et des différents états de conscience, notamment en utilisant des substances psychoactives comme l'ayahuasca ou les psychédéliques. C'est un terme que j'aime bien parce que ça désigne vraiment ce que j'essaye de faire depuis quelques années, c'est-à-dire d'explorer les recoins de la conscience. C'est pas seulement faire un peu de psychanalyse et aller voir ce qu'il y a sur ces premières couches d'inconscient, c'est vraiment aller au cœur de ce qui nous constitue, de ce que l'on est, une âme, un être spirituel,
au-delà des couches de notre inconscient, au-delà des couches de notre conscience cérébrale. Qu'est-ce qu'il y a quand on est un être spirituel? De quoi on est recouvert? De quoi on est constitué? De quoi on est nourri? Et qu'est-ce qui nous influence? Voilà, j'ai longtemps exploré la surface de la Terre en voyageant beaucoup sur cette planète. Maintenant, j'explore l'intérieur de notre âme et c'est tout aussi fascinant et voire encore plus déstabilisant. D'ailleurs, est-ce qu'on n'est pas tous, je le disais à l'instant, en quête de cette part manquante, hein? Je pense à Runa Lipsitch qui nous parle de cette nostalgie de l'ailleurs. Et du coup, en te lisant, je me suis demandé si cette part manquante qu'on peut tous un peu ressentir cache forcément toujours potentiellement quelque chose dans cette amnésie, dans ce qu'on peut oublier de notre passé ou pas forcément, à ton avis? Je pense que la nature de l'être humain est d'être un être qui a un accès extrêmement limité à sa personne. Et ça, c'est ce que les neurosciences m'ont appris, en fait. Quand j'ai commencé à faire cette enquête qui ne devait pas arriver là où elle est arrivée aujourd'hui, je me suis penché beaucoup sur les neurosciences, sur la relation entre cerveau et conscience, sur la relation entre l'activité cérébrale et état d'être et état de conscience. Et je me suis aperçu qu'en fait, notre cerveau est une machine à survivre dans un monde qui est le nôtre, dans ce monde de matière, dans ce monde de temporalité. Donc notre cerveau, en fait, dans une espèce d'autoconstruction permanente dès les premières secondes de son existence, nous enferme dans un modèle réduit de la réalité pour nous permettre de fonctionner dans ce monde. Mais du coup, il nous coupe l'accès en même temps à tout ce qui serait trop envahissant, serait difficile à intégrer dans cette réalité temporelle et matérielle, et donc nous coupe d'une immense partie de nous-mêmes. Notre cerveau n'est pas une machine qui fabrique qui nous sommes, notre cerveau est une machine qui nous coupe de qui nous sommes réellement. Et en faisant ce chemin, tu t'es intéressé petit à petit aux substances psychédéliques. Alors, je précise qu'elles sont interdites en France, parce qu'on va en parler. Ce ne sont pas des drogues, d'ailleurs, contrairement à une fausse idée répandue, qu'elles ne sont pas addictives et qu'elles sont utilisées de plus en plus dans des cadres thérapeutiques, notamment aux États-Unis. Elles élargissent la conscience. Elles éteignent ce blabla mental du cerveau, en quelque sorte. J'ai fait un podcast complet avec Olivier Chambon sur le sujet, un podcast, je rappelle le numéro 187. Comment tu en es venu à t'intéresser, toi, Stéphane, à ces substances ? Alors, ma première découverte des substances psychédéliques remonte à plus de 15 ans, quand dans mon intérêt, ma curiosité, mon désir éperdu de comprendre ce que c'était que la mort, de comprendre s'il y avait quelque chose après la mort, j'ai entendu pour la première fois parler du chamanisme et du chamanisme amazonien qui utilise notamment l'ayahuasca, qui est une substance psychédélique et psychoactive très puissante. Et à cette époque-là, je suis parti en Amazonie pour essayer cette substance dont on disait qu'elle me mettait en rapport avec le monde des morts, le monde des esprits. Ça a été sans doute le cas, mais c'était assez indescriptible et assez vertigineux à cette époque-là. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre ce qui se passe, parce que comme tu l'as dit, effectivement, c'est des substances qui sont très puissantes et qui sont également interdites, dont l'usage et la consommation sont interdites en Europe. Mais voilà, au Pérou, ça fait partie du patrimoine national. C'est non seulement autorisé, mais pratiqué par des chamans depuis des milliers d'années. Et donc, à cette époque-là, j'y étais allé pour essayer, en buvant ce breuvage, d'aller dans le monde des esprits, d'aller dans le monde des morts. Sauf que c'est pas aussi simple que ça, malheureusement. Je devais avoir un esprit très encombré, parce qu'avant d'aller dans d'autres mondes, il faut déjà traverser son propre esprit, traverser ses propres peurs, ses propres fantasmes, son propre imaginaire. Et ça a demandé pour moi des années et des années de voyages assez incompréhensibles et assez difficiles. Et puis, dans le cadre des recherches que j'ai faites récemment en neurosciences, j'ai découvert un jeune chercheur à Londres, Robin Carr-Harris, qui travaille avec la psilocybine, qui est un composé psychoactif extrait des champignons psilocybés, et qui a tenté une expérience qui était une expérience presque philosophique, en fait, il y a quelques années de ça, qui combinait en fait philosophie, psychanalyse et neurosciences. Son but, c'était de voir en fait comment le cerveau se mettait en activité au moment où on vivait une expérience mystique extrêmement intense. Donc les expériences mystiques intenses sont vécues par des gens à travers l'histoire depuis des millénaires, mais on peut les induire aussi avec ces substances psychédéliques. Et il y a suffisamment d'études aujourd'hui qui montrent que les expériences mystiques spontanées
correspondent en tout point aux expériences mystiques induites par des substances comme le psilocybine ou comme le LSD ou d'autres substances. Donc Robin Carhart Harris s'est dit je vais injecter de la psilocybine à des volontaires. Donc, c'est dans un cadre tout à fait officiel d'études, et je vais voir ce qui dans leur cerveau s'allume et qui me permettrait de voir comment en fait une expérience mystique se crée dans le cerveau. Le problème, c'est que ça s'est passé exactement de la manière inverse. C'est-à-dire au moment où il a injecté la psilocybine à ses volontaires, l'effet a monté progressivement, et au pic de l'expérience, c'est-à-dire au moment où les volontaires sont dans un état d'extase, dans un état mystique d'une puissance colossale, leur cerveau s'éteint. Et ça, non seulement c'est pas possible, selon le modèle des neurosciences actuelles, c'est-à-dire à expérience de conscience intense, si la conscience est fabriquée par le cerveau, théoriquement le cerveau doit être dans une suractivité. Or là, on observe une activité intense de la conscience à un moment où le cerveau est en baisse drastique d'activité. Et ça, alors ça a été assez compliqué à gérer pour l'équipe de chercheurs. Ils ont essayé de répliquer l'expérience, ils se sont aperçus que ça se reproduisait. Ils ont essayé avec d'autres substances dans d'autres laboratoires, ils se sont aperçus que ça se reproduisait à nouveau. Et donc là, ils se sont trouvés en fait à une vraie anomalie. Une anomalie en science, c'est quelque chose qui ne devrait pas se produire et qui pourtant se produit. Et ils continuent d'explorer cette anomalie. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant, comme d'autres chercheurs, et comme Olivier Chambon dont tu as parlé d'ailleurs, c'est que cette phénoménologie, en fait, elle correspond à d'autres types d'expériences, et notamment aux expériences de mort imminente. Ces expériences où des gens qui ont un accident de voiture ou un arrêt cardiaque sur une table d'opération, des millions de gens ont vécu ça aujourd'hui. Voilà des gens qui vivent une expérience d'une énorme intensité, avec la description d'un tunnel de lumière, la rencontre d'êtres décédés. Enfin, il y a différents scénarios qui sont rapportés, mais qui ont une sorte de tronc commun. En fait, ces expériences de mort imminente ont quand même en commun d'être d'une intensité colossale, qui ressemble vraiment aux expériences mystiques qui sont rapportées par ailleurs. Et la similitude entre les expériences psychédéliques et les expériences de mort imminente, c'est que dans une expérience de mort imminente, en arrêt cardiaque, le cerveau fonctionne beaucoup moins, voire plus du tout. Parce qu'après un arrêt cardiaque, le cerveau cesse d'être irrigué en oxygène au bout de 15 à 20 secondes, et donc il n'y a plus aucune activité détectable. Alors, le débat est encore ouvert aujourd'hui. Il y a des chercheurs qui se disent, oui, il y a peut-être des activités résiduelles. Enfin, on continue à vouloir absolument mordicus trouver une explication physiologique, matérialiste, à ces expériences de mort imminente, mais il semblerait que ce ne soit pas forcément le cas. Et en fait, moi, assez bêtement, je suis un petit peu casse-cou et irresponsable depuis très très longtemps. Et donc je me suis dit, tiens, si on peut induire une expérience qui ressemble à une expérience de mort imminente avec des substances psychédéliques, j'aimerais bien essayer. Parce qu'en fait, il y a quelques années de ça, je m'étais dit, j'avais vu ce film, L'Expérience interdite, où des étudiants en médecine s'induisent des arrêts cardiaques pour voir ce qu'il y a de l'autre côté de la mort. Et puis, ils essaient de se ranimer. Bon, c'est un film de fiction avec un scénario assez tartignol, mais l'expérience me tentait. Moi, je me suis dit, tiens, si on pouvait me faire un arrêt cardiaque et me ranimer au bout d'une minute, j'aimerais bien aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Sauf que ma femme est absolument pas d'accord. Et là, tout d'un coup... Et là, tout d'un coup, je découvre qu'il y a peut-être une méthode sûre, alors certes interdite, mais qui se pratique quand même dans un cadre thérapeutique rigoureux, qui permettrait de faire cette expérience-là. Donc, quand je suis allé trouver cette communauté de thérapeutes clandestins qui pratiquent la thérapie psychédélique, mon premier objectif n'était pas du tout de suivre une thérapie, c'était vraiment d'éteindre mon cerveau et d'aller voir ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Ça, c'était tes premières expériences, là, dont tu parles à l'instant. Ça, c'est les toutes premières expériences avec ces thérapeutes clandestins, oui. Voilà. Alors ensuite, effectivement, dans ton parcours, alors tu découvres ces plantes psychotropes qui ont visiblement beaucoup de choses à dire, qui est on peut dire un langage de la nature pour dialoguer aussi avec nous, nous montrer d'autres facettes de ce que nous croyons quelque part être la réalité. Et dans ton parcours, tu vas à un moment donné être face à une maladie, et tu vas aussi te poser, je posais la question de la part manquante tout à l'heure, mais vis-à-vis de cette maladie, tu vas aussi te poser cette question de cette maladie qui aurait-elle un sens pour toi ? Et moi, je te pose cette question, est-ce qu'elles sont des messagères ? Comment notre corps aussi nous parle à un moment donné ? On parle de la somatisation qui est bien connue.
Et toi, dans ton parcours, tu as cette nostalgie, cette part manquante, et en même temps, tu as cette maladie qui apparaît et qui vient te délivrer un message. Et c'est là que tu as envie d'approfondir ton chemin quelque part. Disons que cette part manquante, je l'ai découvert récemment, sur le tard. Ce avec quoi je vis depuis des années, c'est, pour faire simple, une mélancolie incompréhensible. Des moments de mal-être et de dépression qui surviennent de façon complètement incongrue, incompréhensible. Et au fil de mon cheminement, j'ai cru avoir identifié ce qui aurait pu causer ces états émotionnels difficiles dans ma vie. J'ai perdu mon frère, j'ai perdu mon père, j'ai vécu des expériences où j'ai mis le doigt sur des mémoires qui me constituaient, qui auraient pu être la cause de ces moments dépressifs. Et puis pourtant ils sont toujours là, pourtant ça continue, pourtant c'est comme s'il y avait quelque chose en moi, une sorte d'intrus, une sorte de fantôme, un truc qui va pas, un truc qui fait que malgré des moments de bonheur, malgré une vie de couple épanouissante, malgré un travail que j'aime, il y a toujours des moments où ça va pas, où comme la mort m'aspire, comme si j'étais aspiré dans un tourbillon. Et j'ai beau me raisonner, j'ai beau me dire mais arrête d'être comme ça, tout va bien. Il y a ce truc qui est en moi depuis toujours, aussi loin que je me rappelle. J'ai toujours vécu avec cette espèce de, quand j'étais adolescent, j'appelais ça le spleen. J'avais lu le spleen dans Baudelaire et je trouvais que c'était un terme approprié. Quand tu es adolescent, c'est normal que tu sois romantique et que tu sois un peu dépressif. Sauf que j'ai 52 ans aujourd'hui et c'est toujours le cas. Mais je ne savais pas d'où ça venait et j'avais beau chercher et essayer d'explorer, je ne trouvais pas l'origine. Enfin, je pensais trouver des origines, mais ça continuait à être là. Et puis effectivement, depuis il y a un peu plus de 8 ans de ça, j'ai commencé aussi à avoir des symptômes d'une maladie dont j'ai découvert que c'est une maladie auto-immune qui me rongeait le ventre, sans que j'en comprenne l'origine. Et je ne peux pas parler de la maladie en général, je peux pas, c'est pas mon domaine, donc je me cantonnerai de parler de mon seul parcours. Et j'ai essayé effectivement dans mon parcours de me dire, est-ce que ce qui m'arrive peut avoir un sens, peut être un message? Est-ce qu'il y a quelque chose que je dois comprendre? Ma femme, Natacha Calestrémé, travaille dans ce domaine médical et elle m'a accompagné tout au fil de ces années en allant dans ce sens, de me faire comprendre que cette maladie peut révéler quelque chose que ma conscience n'a pas pu comprendre et que finalement elle n'a plus que le corps et le dérèglement du corps pour se faire entendre. Donc j'ai cherché à comprendre ce qui pouvait se passer en pensant là aussi trouver parfois des réponses mais qui visiblement ne s'avéraient pas puisque la maladie continuait à être là de façon cyclique. Donc effectivement ça m'a amené à... Mais toute ma vie, depuis des décennies, m'amène à ressentir cette importance d'être à l'écoute de nous-mêmes. Parce que nous sommes des êtres coincés dans le temps et l'espace. Nous sommes des êtres spirituels coincés dans une réalité matérielle, mais nous sommes beaucoup d'autres choses. Et c'est beaucoup d'autres choses qui nous constituent. On n'y a pas forcément accès. Ça peut être des dimensions spirituelles, ça peut être aussi des mémoires oubliées, ça peut être aussi des choses engrammées qui viennent de nos autres vies, qui viennent de nos héritages familiaux ou que sais-je. Tout ça nous constitue et tout ça ne s'exprime pas forcément. C'est pour ça que la psychanalyse a inventé l'inconscient, mais il y a beaucoup d'autres niveaux qui sont inaccessibles à notre conscience. Et tout ça nous anime, tout ça nous constitue. Quand tu as 20 ans, tu as un corps physique, une énergie considérable qui permettent d'écraser tous ces signaux que l'inconscient envoie. Sauf que les années faisant qu'on s'affaiblit progressivement, à 50 ans, j'ai plus la même énergie que j'avais à 30 ou à même 40. Et tout d'un coup, des messages de mon inconscient qui étaient écrasés par cette énergie le sont plus aujourd'hui et se manifestent. C'est pour ça que je pense que cette maladie s'est déclarée un peu après 40 ans comme un espèce de signal qui essayait de se faire entendre auparavant et qui n'était pas entendu, et qui, à force de ne pas être entendu, finalement prend le pouvoir et contamine le corps. Et ça a rendu plus urgent encore ce qui m'anime et ce qui anime ma vie depuis tout le temps, c'est de
d'essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, d'essayer de ne pas mettre sous le tapis ce qui ne va pas dans ma vie, mais au contraire d'essayer de le confronter, de le regarder en face. Ça, c'est, si je dois tirer une leçon de la mort de mon frère, qui est intervenu il y a 20 ans de ça, c'est que la vie passe vite, passe très vite, toujours très vite, et qu'il est toujours trop tard, si on ne s'est pas occupé de soi dans son existence, il est toujours trop tard pour se pencher dessus quand il nous reste qu'un jour, une semaine ou un an à vivre. Donc moi, depuis ce moment-là, je suis animé par cette espèce d'urgence permanente de vouloir comprendre qui je suis, comprendre ce qui participe à ma vie, essayer d'être le plus clair avec moi-même, parce que si je ne suis pas clair, je suis juste l'esclave de mes ombres, je suis juste l'esclave de fantômes que je ne connais pas. Et je veux connaître ces fantômes. Et parfois, en même temps, cette amnésie traumatique, on y reviendra, permet aussi de protéger quelque part un sujet, j'imagine, à travers ce phénomène qui finalement est naturel à l'humain, c'est-à-dire être dans un oubli, parfois de nos blessures, permet au niveau, en tout cas, je crois, psychiatrique, d'éviter aussi des phénomènes de décompensation. Donc parfois, ça ressurgit au moment où on est prêt, peut-être, à les accepter, à les accueillir. Oui, mais ça, je l'ai découvert que ces derniers mois, parce que j'ai vécu toutes ces années en me disant qu'il y avait peut-être quelque chose, mais pour moi, il était absolument inconcevable qu'il y ait quelque chose dont je n'ai gardé aucun souvenir. Pour moi, ce quelque chose qui parasitait mon âme, mon corps, me rendait malade, devait forcément avoir un lien identifiable dans ma vie. Et ce qui s'est passé, en fait, à travers ces séances de psychothérapie, c'est que tout d'un coup, un cataclysme s'est révélé, une dévastation s'est révélée, dont je n'avais aucun souvenir, aucune trace visible, rien. Et effectivement, c'est ce que tu dis, c'est que ce cataclysme a été tellement violent dans mon existence que je l'ai complètement effacé, complètement fait disparaître de ma mémoire consciente. Et mon premier problème, ça a été de me croire moi-même, parce que comment pouvoir imaginer avoir camouflé au point de le faire totalement disparaître de ma conscience des événements qui se seraient passés dans ma petite enfance? Comment imaginer que ça puisse être possible? C'est pas possible d'oublier sa vie, c'est pas possible d'oublier tout. Et effectivement, c'est un mécanisme de protection dont j'ai découvert la réalité au fil de mon enquête ces derniers mois. Oui, on peut se protéger et plus souvent qu'on ne l'imagine en faisant complètement disparaître des moments de sa vie. Voilà. Moi, j'avais aucun souvenir de mon enfance. Ça me paraissait plus ou moins normal. On en plaisantait d'ailleurs avec ma femme. On se disait bon, après tout, je me souviens pas de mon enfance. Bon, j'ai dû me prendre une gifle, elle a dû se passer. Mais voilà, sans aller plus loin. Et effectivement, c'est un mécanisme de protection, parce que si on n'oublie pas, on meurt. Et je pense que des millions de gens qui nous écoutent en ce moment traversent la même chose. Il y a des pans de nos vies qui sont oubliés, parce que si on les oublie pas, on en meurt. C'est fou, parce que c'est à la fois un brouillard, une souffrance de ne pas se souvenir, parce qu'on se doute qu'il y a quelque chose au fond là qui est tapi, et on le sent quelque part inconsciemment, et en même temps, si ça se révélait, on ne pourrait pas le supporter. Donc en fait, c'est un espèce de non-choix entre deux mots, deux souffrances, une inavouée, tapie et dormante, et l'autre qui serait peut-être insupportable pour le corps et l'esprit et tout l'être. C'est ça qui est incroyable. Tu me demandais comment j'étais en ce moment. C'est ça. En fait, j'ai écrit pour ça, parce que je suis tiraillé entre une souffrance que j'ai passé ma vie à essayer à enfouir, à faire disparaître, et la résurgence de cette mémoire qui est apparue il y a moins d'un an, et que je déploie au fil de mon écriture, que j'explore, et dont je prends toute la mesure aujourd'hui. Et je suis un casse-cou. J'ai fait beaucoup de voyages, j'ai beaucoup de fois risqué ma vie physiquement sur des terrains de guerre notamment,
Et là, depuis 1 an, pour la première fois de ma vie, je me suis demandé si j'avais pas soulevé quelque chose qui était insurmontable. Alors non, parce que je suis toujours là et je continue à le faire, et finalement je regrette pas, parce que je crois que quels que soient les risques encourus, quand la vie nous propose de mettre en lumière quelque chose et d'en guérir, il faut saisir cette occasion. C'est vraiment une occasion à saisir, mais ce que je traverse depuis moins d'1 an maintenant est peut-être une des choses les plus difficiles qui m'ait été donné de traverser depuis toute ma vie. Plus difficile que des lignes de front, plus difficile que des moments de guerre. Et là, j'ai même du mal à t'en parler maintenant, mais voilà, on est des êtres qui tentons de nous protéger, et il y a quelque part en nous un gardien qui essaye de nous protéger des choses les plus difficiles auxquelles on est confronté. C'est bien, c'est ce qui nous permet de survivre, mais cette survie, elle nous enferme aussi dans du déni, elle nous enferme aussi dans notre propre prison. Et donc la vie, c'est peut-être essayer de trouver ce point d'équilibre entre la force et le courage de pouvoir affronter ce que l'on doit affronter, tout en maintenant un niveau de sécurité suffisant pour que ça ne nous emporte pas complètement. C'est un équilibre fragile à trouver. Surtout que dans ton cas, tu as découvert ce pan de ton enfance oublié, grâce à ce processus thérapeutique et des substances psychédéliques. Tu n'arrivais pas à accéder à ces infos à travers d'autres thérapies ou d'autres voies. Évidemment, chacun peut trouver la voie qui lui convient. On ne dit pas évidemment que c'est l'unique voie de passer par cette voie-là. C'est une voie qui est un raccourci et qui a été très probante, en fait. Dans ton cas, qu'est-ce qui s'est passé ? Tu as eu besoin de revenir justement à ces substances en te disant, là, il y a quelque chose qui m'attend. Comment ça s'est déroulé, Stéphane ? Comme tu le dis, effectivement, les substances psychédéliques ne sont pas du tout une obligation pour aller explorer son inconscient. Au contraire, elles sont interdites déjà en Occident, malheureusement. Certaines vont être en passe d'être légalisées parce que justement leur usage thérapeutique a fait ses preuves et continue de faire ses preuves dans les études qui sont menées. Mais voilà, en fait, c'est quoi le problème que j'avais ? C'est que j'ai un mental très fort. Un mental, un ego, une conscience cérébrale très forte. Pourquoi ? Pour me protéger de quelque chose que j'avais effectivement essayé de totalement amnésier et faire disparaître de ma vie dans l'enfance. Mais je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a beaucoup de personnes qui ont un mental, un ego un peu costaud, parce que voilà, c'est ce qui nous est utile pour vivre dans ce monde. Donc l'ego n'est pas forcément quelque chose dont il faut se débarrasser, c'est pas forcément quelque chose de mal, c'est quelque chose dont il faut comprendre la mécanique. L'ego, le mental, construit des systèmes, construit des espaces dans lesquels il essaie de nous enfermer pour nous protéger, pour nous rendre fonctionnels, pour nous rendre équilibrés. Donc il ne faut pas faire sauter les barrières de son ego, il ne faut pas faire sauter son mental, juste comme ça pour s'amuser, pour aller voir ce qu'il y a derrière, sans être accompagné par un thérapeute formé et sans non plus certains garde-fous. Donc moi, j'observais effectivement depuis des années que j'explore les états modifiés de conscience que mon mental est une machine extrêmement puissante. Elle me fabrique des scénarios, elle me fabrique des prisons, et les psychédéliques, mais d'autres techniques comme la méditation, tout simplement. Quand je m'assois sur mon coussin de méditation, c'est assez vertigineux comment le mental se met en action tout de suite. Parce que la méditation, comme d'autres techniques et comme les psychédéliques de façon exponentielle, a tendance à faire mourir un petit peu l'ego, à faire disparaître un petit peu cette personnalité qui ne veut pas mourir du tout. Donc moi, ce que j'ai voulu faire en initiant ces séances de thérapie psychédélique, au départ, c'était uniquement un désir d'explorer ce qui se passe de l'autre côté de la mort. Je vais faire mourir mon ego de façon radicale avec ces substances, je vais éteindre mon cerveau et je veux voir ce qu'il y a de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe quand mon ego n'existe plus ? Qu'est-ce que se passe quand ma personnalité n'existe plus ? Qu'est-ce qui se passe quand je meurs ? Donc c'était vraiment presque c'était mon cheval de bataille permanent depuis des décennies. Oui. Ma quête. Et puis, voilà, pour la première fois, j'ai fait ces thérapies avec un thérapeute à mes côtés et je me suis dit, ça vaut peut-être le coup de jouer le jeu. Ça vaut peut-être le coup de jouer le jeu de la thérapie. Cette femme, Lénie, que j'ai rencontrée à l'étranger,
a quand même des outils psychothérapeutiques qui peuvent être intéressants et finalement, des fois, ça va quand même pas très bien dans mon mental, dans mon moral. Donc, essayons d'explorer ça. Donc, je me suis prêté au jeu et voilà. Et dans ce travail d'exploration, je suis peut-être allé un petit peu aussi de l'autre côté de la mort, mais je suis aussi allé beaucoup dans ces couches d'inconscient que mon mental essayait de me camoufler. Et grâce à son aide, eh ben, ces couches de mental sont revenues en lumière. Et ce que j'ai découvert, c'est que j'ai été abusé sexuellement par une personne de ma famille quand j'étais tout petit garçon. Et, euh, et c'était bien évidemment complètement inattendu, complètement dévastateur, complètement surprenant, incroyable au sens littéral du terme. Et, euh, et en même temps, dans cette expérience-là, il y a comme une sorte d'évidence émotionnelle. Il y a comme une sorte d'évidence émotionnelle. Et en fait, quand on commence à lever un peu le mental et à accéder à nos émotions ou à nos couches plus profondes, on est confronté à des ressentis, à des émotions, à une subjectivité dont on n'a pas forcément l'habitude. Et plus encore pour moi qui suis un journaliste rationnel et qui essaye vraiment toujours de trier les informations, de les vérifier, de les prouver. Là, tout d'un coup, j'étais confronté à du matériel qui était purement émotionnel, d'une grande intensité, mais pour lequel je n'avais pas possibilité de le confronter à des souvenirs réels, à des souvenirs conscients. Donc ça a été très compliqué à gérer. On sent dans ton récit que quand tu découvres ça, tu es vraiment en proie. À la fois, tu as une vérité émotionnelle et en même temps, tu veux apporter cette preuve dont tu parles à l'instant. Tu es un journaliste d'investigation, c'est ton métier d'apporter des preuves, de démêler le vrai du faux et de trouver une forme de vérité. Là, tu ressens la vérité, mais le Stéphane adulte, quelque part, peut avoir un peu de mal à croire le petit Stéphane. Enfin, il y a quelque chose, on sent, de cet ordre-là qui se joue à ce moment-là. Ah ben c'est un tiraillement atroce, c'est un tiraillement vertigineux, mais en fait, voilà, je découvre tout d'un coup la cause possible à une sorte de dévastation psychique qui éclaire subitement toute ma vie d'une lumière nouvelle. Tout d'un coup, toutes les choses prennent leur place. Ah ok, si j'étais si maladroit dans telle situation, si je suis si dépressif à certains moments, dans mes relations de couple, familiales, amicales, sociales, s'il y a toujours quelque chose qui est compliqué pour moi à gérer, tout d'un coup, tout s'explique. Tout d'un coup, c'est comme si en une fraction de seconde, ma vie entière s'était déployée d'une façon soudain compréhensible. Et en même temps, comme je n'ai aucun souvenir à ce moment-là, au moment de l'expérience psychédélique, comme je n'ai aucun souvenir conscient de ces abus et de ces choses, effectivement, j'entre dans un processus de dissonance totale entre mon être subjectif, ce petit garçon en moi qui a subi ces violences répétées, et cet adulte qui est un être de raison, d'analyse, et qui se dit spontanément, mais attends, c'est pas possible d'avoir oublié des choses pareilles, quoi. Et heureusement, Lénie, la psy qui m'accompagne, m'oriente tout de suite vers la nécessité de ne pas entrer dans un processus d'enquête. Elle me dit, essaye d'écouter les émotions qui sont en toi, essaye d'écouter ce petit garçon. Et dans les jours qui suivent la thérapie et les jours qui suivent mon retour en France et mon retour chez moi, j'essaye d'être attentif à ces émotions. Et elles sont colossales, elles sont vertigineuses. Je me promène et tout d'un coup, j'ai l'impression que ce petit garçon est là en moi et j'éclate en sanglots. Et je suis bouleversé d'une émotion que j'ai jamais vue. Natacha, ma femme, est choquée de me voir dans un état émotionnel aussi fragile, aussi puissant, puissant dans son intensité. Et en fait, si tu veux,
ce que je vis, cette dévastation, ce déchirement que je vis à ce moment-là, c'est vraiment ce qui va, des mois plus tard, me décider à écrire. Parce que je crois que je découvre en fait que plus de 50% des gens ayant vécu l'inceste dans leur petite enfance n'en gardent aucun souvenir conscient. Plus de 50%. Et vu le nombre de gens qui ont vécu ces drames, là, je me suis appuyé sur les recherches de psychiatres et d'associations d'aide aux victimes, et notamment Muriel Salmona, qui est une psychiatre qui a créé une association de défense d'aide aux victimes. Toutes les études montrent qu'un nombre colossal d'enfants, de garçons, de petites filles sont victimes de ces violences sexuelles en France, et ça se compte par millions. Donc des gens comme moi qui ont vécu ces actes incestueux dans leur petite enfance et qui n'en gardent aucun souvenir toute leur vie durant, se comptent par millions rien qu'en France. Et en fait, ce qui est curieux, c'est que ce dilemme entre une émotion subjective et une rationalité, je suis coincé dedans et je vis dedans depuis que je m'interroge sur la question de la vie et de la mort. Parce que les témoignages innombrables de personnes qui ont eu l'impression d'avoir un contact spontané avec un enfant, un parent décédé quelques jours, quelques semaines avant, c'est exactement le même schéma. C'est une expérience, ou les gens qui ont vécu une expérience de mort imminente, par exemple. Quand on ne l'a pas vécu, effectivement, on peut observer ça à distance en disant tiens, voilà un truc bizarre, ils ont vu de la lumière, ils ont vu leur papa qui était mort, ils ont l'impression d'avoir été bouleversés, ils sont revenus changer. Tous ces mots-là sont très fades au regard de l'expérience colossalement bouleversante qu'ils ont traversée. Et en fait, dans notre monde matériel, qu'il s'agisse d'une expérience de mort imminente, qu'il s'agisse d'une expérience de contact spontané avec un défunt, qu'il s'agisse d'une expérience subjective, de l'impression de vivre une synchronicité, de percevoir un signe, ou d'avoir vécu des actes incestueux ou des choses comme ça que notre mémoire a réprimées, toutes ces expériences subjectives, elles sont, d'une certaine manière, poussées en dehors de notre réalité. Dès qu'il s'agit de quelque chose d'intime, de subjectif, de non vérifiable, on le fout dehors de notre réalité. On le maintient à l'extérieur, loin. Et on n'y croit pas. Et on essaye de vivre dans ce monde en se disant que on ne va vivre qu'avec ce qui est rationnel, qu'avec ce qui est prouvable, qu'avec ce qui est vérifiable. Sauf que dans le cas des contacts avec les défunts, ou dans le cas de ce que je viens de traverser, qui est la résurgence d'une mémoire oubliée, on ne peut pas le prouver. On peut pas. C'est pour ça que j'ai été surpris en lisant plusieurs écrits de psychiatres qui travaillent sur des victimes d'inceste, de découvrir que souvent on voudrait aller porter plainte, on voudrait porter l'affaire en justice. Et j'ai lu plusieurs recommandations de psychiatres préconisant aux victimes de peut-être faire un travail psychothérapeutique avant, de ne pas compter sur le processus légal pour obtenir une sorte de réparation. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas décidé de porter plainte moi-même, parce que les actes que j'ai subis sont prescrits aujourd'hui. La prescription est de 30 ans après la majorité, donc la personne qui m'a fait ça aujourd'hui ne peut plus être poursuivie pour ce qu'elle m'a fait moi. Ce qui est d'ailleurs une aberration, soit dit en passant, au niveau de la loi. Oui, et les associations qui travaillent là-dessus essaient de lutter et de faire en sorte que la loi change et qu'il y ait une imprescriptibilité des actes de pédophilie et d'inceste. Mais ce n'est pas encore acté aujourd'hui. Mais d'un autre côté aussi, quelle preuve j'amènerais ? Je me suis posé plusieurs fois la question, parce que j'habite dans un petit village, il y a une gendarmerie pas loin. Plusieurs fois, en passant devant la gendarmerie, je me dis, allez, je rentre, je porte plainte. Mais qu'est-ce que je vais leur raconter ? J'ai pris des psychédéliques et puis tout d'un coup, j'ai eu la vision de cet homme de ma famille qui a abusé de moi il y a 45 ans. Au-delà du moyen qui, effectivement, pourrait me poser quelques questions aux gendarmes, il y a simplement, même pour les gens qui ont recouvré ce type de mémoire pendant une thérapie, sous hypnose
ou pendant une méditation, enfin d'autres types de thérapies qui font sauter un petit peu les verrous du mental, quelle preuve matérielle on apporte quand il s'agit d'un événement qui s'est produit 20 ans, 30 ans, 40 ans auparavant? Quel élément on apporte? Et malheureusement, j'ai découvert que énormément de procédures judiciaires n'aboutissent pas parce que justement, on peut pas aboutir. Alors c'est aussi une protection des personnes accusées. J'entends qu'il soit nécessaire aussi de protéger les personnes qui sont accusées de ce type d'acte, si on ne peut pas apporter la preuve de leur culpabilité. Mais voilà, la blessure est terrible pour les victimes. J'ai lu le livre de Camille Kouchner, La Familia Grande, dans lequel elle raconte ce qu'a vécu son frère. Lui en gardait souvenir. Malgré tout, leur avocat, quand il s'agit de porter plainte, bien avant la publication du livre, des années avant qu'elle décide d'écrire, l'avocate avait préconisé de ne pas porter plainte et de ne pas amener l'affaire en justice. Voilà, enfin, on est un peu pour cette raison-là, parce que donc comment on fait? J'en reviens en fait à ça, et c'est aussi pour ça que j'ai voulu écrire. Comment on fait quand on est confronté soi-même à quelque chose que même l'avocat à l'intérieur de nous-mêmes a préféré oublier, faire disparaître. Oui, puis c'est la double peine. Parce que quand on a envie de confronter, quand on le peut, et quand la personne est encore en vie, son agresseur potentiel, et que cet agresseur potentiel est dans un déni et qu'on n'a pas de souvenir, c'est la double confrontation. D'abord, la première, c'était vis-à-vis de soi, et puis ensuite, c'est vis-à-vis de l'agresseur. Ça a été pour moi à la fois la chance et l'horreur la plus infernale. Parce que la personne qui a abusé de moi est toujours vivante aujourd'hui. C'est un vieil homme. Et donc, dans les jours qui ont suivi excuse-moi, j'ai du mal à parler. Là, c'est la première fois que je parle de ça publiquement. Dans les jours qui ont suivi la découverte de cette mémoire oubliée, je me suis dit, je vais aller le voir. Je vais trouver une arme, je vais lui mettre sur la tempe et je vais lui ordonner d'avouer. Et ce qui m'a terrifié, c'est que je me sentais la possibilité de le tuer. Je me sentais le droit moral de le tuer. Je me terrifiais moi-même. Mais en même temps, je voulais tellement une réponse. Je voulais tellement qu'il avoue. Je voulais tellement être sûr. Et grâce à Natacha, ma femme, qui m'a accompagné pendant tous ces jours et toutes ces semaines, et grâce à Lénie, la psychothérapeute avec qui j'avais travaillé, j'ai pu faire sortir cette souffrance, faire sortir cette douleur du petit garçon, en laissant un peu en suspens la question de la preuve, en laissant un peu en suspens pendant quelques semaines la question de l'aveu. Donc j'ai pu me sortir de cette blessure émotionnelle colossale que je venais de réouvrir, sans avoir besoin d'aller tout de suite le confronter ou d'avoir besoin d'avoir tout de suite ses aveux. Mais au fur et à mesure que les semaines s'écoulaient, la question se posait de savoir, mais il faut que j'aille le voir, il faut qu'il avoue, il faut que je trouve un moyen de le faire avouer. Et voilà, et tout ce que je lisais malheureusement dans des affaires criminelles similaires montre que plus que de coutume, les coupables n'avouent jamais, en fait. Natacha, ma femme, qui est aussi une autrice de romans policiers et qui est passionnée d'affaires criminelles, m'a dit de son expérience que dans des cas, il est vraiment très rare que les coupables, même confrontés parfois aux preuves évidentes, avouent. Donc elle m'a dit fais attention de ne pas remettre entre ses mains à nouveau ta vie. Et ça, la thérapeute me l'a dit également. Elle m'a dit si tu y vas en espérant un aveu de sa part et qu'il n'avoue pas, et que tu n'es pas guéri de ton côté, il va te tuer une deuxième fois. C'est ça. Donc j'ai cheminé pendant vraiment plusieurs mois à me dire mais comment je fais, quoi, comment je fais. Et puis progressivement je me suis aussi dit mais s'il meurt,
c'est un homme âgé aujourd'hui, si cet homme meurt et que je ne l'ai pas vu avant, mais je ne m'en remettrai jamais. Oui. Donc en fait, j'ai lutté pendant très très longtemps jusqu'à trouver finalement une solution pour savoir qu'est-ce que je devais faire. Est-ce que je dois aller le voir? Est-ce que je dois l'accuser? Est-ce que je dois espérer des aveux de sa part? Est-ce que ça doit participer de mon processus de guérison? Enfin, ce sont des questions qui sont atroces à se poser, qui sont terribles, qui sont insupportables. J'étais déchiré. Et Anne, je t'assure, pendant ces mois-là, avant même d'écrire quoi que ce soit, je me suis dit, mais est-ce que si c'était à refaire, est-ce que je le referais? Est-ce que si cette expérience, je pouvais la recommencer, je la recommencerais? Et plusieurs fois, je me suis dit, bah non. Non, je crois que si c'était à refaire, c'était tellement, tellement terrible pendant ces mois que pour la première fois de ma vie, je me suis dit que finalement, j'aurais peut-être reculé. Et Ouais, c'est fou, au hein. final, je le regrette pas. Au final, je le regrette pas, mais je suis passé parce qu'il y avait aussi la question de voilà, à qui j'en parle? Est-ce que j'en parle à ma famille? Est-ce que j'en parle à ma mère? Est-ce que j'en parle à ma fille? Cette histoire, elle est restée secrète pour moi-même pendant des années, des décennies. Je viens de la découvrir, mais est-ce que je la rends aussi visible auprès de mon entourage? Enfin, ces questions sont atroces. C'est les questions que j'ai lues et que se sont posées aussi d'autres victimes, dont j'ai lu les livres après coup, Camille Kouchner, Flavie Flament, et tant d'autres qui ont écrit leur cheminement après avoir vécu des actes comme ça. Mais je suis rien que de t'en parler, là, je suis vidé d'énergie et très remué. Pardon. Bah oui, je comprends et je te remercie aussi de ces confidences et de ce travail que tu fais aussi en systémie au niveau du collectif. Et il y a eu beaucoup de témoignages de femmes, enfin beaucoup, il n'y en a pas non plus énormément, hein, mais il y a eu des témoignages de femmes. Il y en a moins aussi du côté des hommes, et qui est un tabou peut-être même encore plus important aujourd'hui. Et donc ce travail que tu fais avec ta plume et ta sensibilité, de le mettre aussi sur la table, permet de lever à nouveau ce voile et de faire travailler tout le collectif. Tu l'as ressenti, ça, à un moment, que c'était une forme de... Alors, le mot mission n'est pas approprié, mais que ça allait peut-être avoir cet effet-là. Quelle a été cette urgence de le partager au monde? En fait, moi, je suis journaliste, je suis un écrivain, je suis un homme de l'écrit, donc j'écris tout le temps. Et après l'expérience dans laquelle j'ai recouvré cette mémoire, j'ai beaucoup écrit, j'ai beaucoup pris de notes de tout ce que je ressentais, de tout ce qui se passait, des gens que je voyais, des interviews que je faisais, des livres que je lisais. Donc j'ai énormément écrit, mais il n'était absolument pas question que je publie quoi que ce soit à ce moment-là. C'était pas destiné à devenir un livre, c'était juste mon journal. Et puis je me disais, peut-être qu'un jour j'écrirai cette histoire-là. Mais avant ça, il y avait, voilà, est-ce que déjà un jour je vais dire ça à ma mère? Parce que je voulais pas l'annoncer à ma mère. Je voulais pas ça a été tellement dévastateur pour moi que je me suis dit, mais ça va la dévaster elle-même. Elle est âgée, ma maman, et j'ai pas envie de lui causer ce mal-là. Et puis, voilà, j'ai cheminé, j'ai eu l'impression d'avancer vraiment dans le processus de guérison intérieure et dans le cadre dans ce cadre-là, je suis allé un jour de l'automne dernier chez mon ostéopathe qui me répare le dos assez régulièrement. Et je me suis dit qu'il fallait que je lui dise ce que je venais de découvrir, parce que je me suis dit ça a forcément un impact colossal sur mon corps, sur mon équilibre. Donc il faut que je lui dise que je viens de mettre ça en lumière, parce que peut-être qu'il l'intégrera dans son soin. Et quand je commence à lui raconter, il me dit, mais vous imaginez pas le nombre de patients qui me témoignent exactement de la même histoire. Et à cette seconde-là, je me suis dit, il faut que je l'écrive. C'était en novembre dernier. Je me suis dit, il faut que j'écrive ça. Il faut que je l'écrive parce que cette histoire, elle est... Voilà, d'après Muriel Salmona, d'après les livres et les études des associations que j'ai pu lire,
c'est presque 3 millions de personnes, rien qu'en France, qui auraient vécu exactement ce que j'ai vécu, c'est-à-dire des abus incestueux dont ils ne gardent aucun souvenir. Donc il y a sans doute, parmi les gens qui nous écoutent maintenant, des gens qui ont un truc qui cloche dans leur vie, qui ne savent pas pourquoi, et ça vient peut-être de ça. Donc je me suis dit, il faut que j'écrive, il faut que je raconte ce cheminement, ce cheminement infernal à travers la peur, la culpabilité, le questionnement. Comment est-ce qu'on peut oublier des trucs pareils? Il faut que je montre que ça arrive, que c'est une réalité, parce que comme tu l'as dit, les livres qui avaient été publiés jusqu'à présent, et notamment euh, le livre Enfin non, Camille Kouchner n'était pas encore publié à ce moment-là. Les quelques livres qui existaient sur la question étaient des livres de personnes qui avaient des souvenirs et qui avaient dû lutter contre la difficulté d'en parler dans leur entourage, mais qui au moins avaient le souvenir de ce qui s'était passé. Et moi, j'en avais aucun souvenir. Donc dès novembre, j'ai commencé à écrire et le livre est sorti très très rapidement en reprenant mes notes. En un peu plus d'un mois à peine, il était écrit. Et je l'ai terminé quelques jours après que le livre de Camille Kouchner soit sorti en janvier. Ce qui m'a aussi conforté dans l'idée qu'il y avait quelque chose qui était en train de se passer en ce moment, de l'ordre de la mise en lumière, qui a commencé il y a plusieurs années avec le mouvement MeToo. Tout d'un coup, des choses qui étaient auparavant acceptables ou acceptées dans notre monde le devenaient de moins en moins. J'avais été très, 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 très marqué et impressionné par le livre de Vanessa Springora. Et voilà, je pense que depuis quelques années, il y a un mouvement dans notre monde qui permet que soient mis en lumière des choses inacceptables, en fait, des déséquilibres, des parts entiers de notre psyché individuelle ou de notre psyché collective qui sont passés sous silence parce qu'ils n'ont pas le droit de s'exprimer. La souffrance des femmes, la souffrance de ces femmes qui doivent subir les desiderata, les désirs, l'infestation de ces hommes tout-puissants. Et voilà, et aujourd'hui, avec Camille Kouchner, avec d'autres, et avec ce que j'essaye de faire dans ce livre, il y a la mise en lumière de quelque chose qui plonge dans l'enfance, qui plonge dans ce qu'une société s'autorise, dans ce qu'une société estime n'être, finalement pas si grave que ça. Bon, c'est pas grave, il s'est amusé aussi. Parce que ce qui m'a sauté aux yeux, moi, ce qui a été aussi un facteur de culpabilité colossal, c'est que dans la vision que j'ai eue, qui était une vision d'une clarté insoutenable, j'étais éteint. J'étais pas un petit garçon en train de crier, en train de se débattre. J'étais un petit garçon complètement éteint, qui participait d'une certaine manière. Comme si j'étais un robot, comme si j'étais une marionnette abandonnée. Et j'ai été surpris de ça. J'ai été surpris de cette vision. Je me dis, mais comment se fait-il que si j'ai subi ces abus, je ne me sois pas débattu, je n'ai pas crié, je ne sois pas allé me défendre? Non, j'étais comme une marionnette abandonnée. Vous savez, comme une marionnette dont on a coupé les fils, un pantin allongé. Et en découvrant après, avec des psys et dans les différentes études publiées sur ces mécanismes d'amnésie, j'ai découvert ce que tu as évoqué tout à l'heure, la dissociation. J'ai découvert ce mécanisme de dissociation qui, en chamanisme, correspond à ce qu'on appelle la fragmentation d'âme, la perte d'âme, qui en fait, qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Quand ces abus ont commencé, je devais avoir 1 an et demi, tu te rends compte? 1 an et demi, un petit garçon d'1 an et demi. Ouais, il y a une partie de mon âme, quoi. Ça sort de l'entendement et ce qui sort de l'entendement, c'est que la personne qui a fait ça, il trouvait pas forcément quelque chose d'anormal, en fait. Le petit garçon d'1 an et demi que j'étais, le petit Stéphane Alix, il s'est dit, purée, mais c'est nul ici, je me casse. Donc il y a en fait une grande partie de moi, de mon âme, qui s'est barrée, alors que j'avais 1 an et demi. Et depuis l'âge d'1 an et demi, je vis avec cette information-là, elle est venue comme une évidence. Je vis avec 30% de moi. Je suis juste 30% de moi. 30% de mon énergie, 30% de mon être, 30% de mon intelligence, de ma beauté, de la splendeur de mon âme. Il y a juste 30% qui est en moi. Le reste, c'est rebarré tout de suite. Parce qu'il s'est dit, ce monde est trop merdique, je m'en vais. Et en fait, ce mécanisme qu'on appelle le fragmentation d'âme, la perte d'âme, le chamanisme consiste d'ailleurs à aller recouvrer ces morceaux d'âme, à essayer de le réapprivoiser, de dire mais reviens maintenant, le danger est écarté,
tu peux revenir. Finalement, c'est pas si merdique que ça, ce monde, il y a aussi des belles choses, reviens, tu seras en sécurité aujourd'hui. Ce travail de recouvrement d'âme, je l'ai fait. Et ce qui est le plus troublant, c'est que cette dissonance, cette perte d'énergie, les termes sont quasiment identiques en psychiatrie pour qualifier ce mécanisme de dissociation. Les psychiatres parlent d'une perte d'énergie psychique. Enfin, c'est vraiment troublant la similitude des termes entre le chamanisme et la psychiatrie pour désigner ces mécanismes de dissociation qui se produisent après une agression, après un phénomène d'inceste, un accident, un viol ou que sais-je. C'est troublant et à la fois c'est rassurant. Oui, c'est ça, c'est rassurant. Il y a une solution. C'est rassurant, oui, parce qu'on arrive aux mêmes conclusions, que ce soit par l'intuitif et les connaissances ancestrales de l'homme, à travers le chamanisme et les peuples premiers, et puis ce que les humains ont réussi à étudier avec les neurosciences, etc. Oui. Ce livre, je l'ai écrit aussi parce qu'il m'a semblé avoir trouvé le chemin de la guérison, trouvé le chemin de la reconstruction totale de moi. Parce que, en fait, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui m'a explosé aux yeux quand j'ai découvert cet abus? J'ai compris qu'une part de moi était partie et que toute ma vie durant, j'ai vécu avec une part de moi qui n'était pas là. Et je me suis aussi construit sur des réglages faussés. C'est-à-dire, à l'âge d'1 an et demi, à 2 ans, 3 ans, quand ces actes se sont poursuivis, je ne sais pas ce que c'est que la tendresse, je ne sais pas ce que c'est que le sexe, je ne sais pas ce que c'est que l'amour, parce qu'il y a un mec qui m'a infesté de ses désirs, qui m'a infesté de sa merde, de ses poisons, et qui a mis ça en moi. C'est-à-dire que pour moi, la tendresse, l'amour, le sexe sont devenus ce que cet homme a posé en moi. C'est-à-dire des choses complètement déviantes, complètement tordues, complètement empoisonnées. Et le problème, c'est que je me suis construit toute ma vie durant, dans mon adolescence ensuite, avec ces réglages-là de départ, en croyant que le sexe c'était ça, la tendresse c'était ça, le couple c'était ça. Donc j'ai vécu avec une part de moi un mode d'emploi complètement détraqué, jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à il y a encore quelques mois. Alors Dieu merci, l'existence a fait que j'ai pu vivre avec mes relations de couple avec des personnes qui ont été suffisamment fortes pour ne pas être terrifié par mes moments dépressifs. J'ai été suffisamment aidé dans ma vie pour ne pas basculer dans le côté obscur et devenir moi-même un criminel, un bourreau ou une ordure. Merci. Je remercie sans cesse chaque journée le destin d'avoir fait en sorte que je puisse rester quelqu'un de convenable toute mon existence, un mari aimant mais le danger était là et je me suis guéri de ça ces derniers mois. Et c'est ce que je raconte dans le livre à travers des processus de recouvrement d'âme, les choses que j'ai pu faire notamment avec Natacha, mais aussi de mon côté. Et les solutions sont possibles. On peut guérir de cette dévastation. On peut se reconstruire. Alors aujourd'hui, j'ai un peu l'impression d'être à nouveau un petit garçon qui doit tout réapprendre. Mais c'est possible, tu vois, c'est possible. C'est vrai que tu parles dans ton livre de ce que tu as fait avec Natacha comme protocole, Natacha Calestrémé, ton épouse, qui a publié ce livre, La clé de votre énergie, qui est un livre aujourd'hui best-seller, avec qui j'avais fait un podcast 74 de mémoire, qui est dans les premiers de Métamorphose et qui te fait aussi ce protocole de recouvrement d'âme, qui est un protocole qu'on peut faire, comme tu disais, au niveau psychiatrique, au niveau chamanique, si des personnes ont accès à ça. Il faut être vraiment très bien accompagné. Toi, tu l'es, à la fois au niveau thérapeutique, à la fois par ta femme qui propose aussi ces protocoles. C'est important de le dire et de le redire, de ne pas rester seul dans ces moments-là et de ne pas vivre une forme de décompensation et de se faire vraiment suivre. Oui, vraiment. Il y a aujourd'hui quantité de psychothérapeutes, de psychologues, de psychiatres qui ont des outils formidables à leur portée, des outils psychocorporels. C'est vrai que moi j'ai la chance de vivre, comme tu l'as dit, avec Natacha Calestrémé, et c'est vrai qu'elle a pu m'accompagner dans les protocoles qu'elle présente dans La clé de votre énergie. Mais son livre, il est aussi suffisamment clair pour être utilisé tout seul ou pour éventuellement être donné
à votre psy qui vous suit pour le faire avec lui, pour être accompagné. Notre cerveau est une machine à nous protéger. Donc, notre cerveau nous fait fuir le danger en permanence. Et le problème, c'est qu'en fuyant le danger, on fuit aussi la compréhension que l'on a de ce qui n'a pu nous blesser. Donc, s'imaginer que tout seul, on va être capable de s'en sortir, c'est se tromper, parce que tout seul, on va être capable surtout de s'illusionner. C'est pour ça, par exemple, qu'on est la personne la moins indiquée pour interpréter les rêves que l'on fait la nuit, parce que les rêves sont un mécanisme déguisé pour nous faire comprendre des choses, et on est la personne la moins outillée pour comprendre ces choses-là. Il faut mieux raconter son rêve à son conjoint, sa conjointe, à un ami, et c'est lui qui aura plus le recul ou le pas de côté favorable à une meilleure compréhension de ce message codé que nous aura envoyé notre inconscient. Et je pense que à travers les blessures de nos vies, des blessures d'inceste ou autres, voilà, il est précieux de pouvoir faire appel à quelqu'un qui va nous offrir ce pas de côté, qui va nous offrir ce regard différent. Et voilà, et aujourd'hui, il y a quantité d'outils. Je vois Natacha recevoir quasiment quotidiennement des appels ou des messages de la part de psychothérapeutes qui utilisent ces protocoles, parce que le verbal n'est pas suffisant à mon sens. Oui, le verbal est extraordinaire pour explorer. La psychanalyse est un outil d'exploration de la psyché extraordinaire, mais qui ne va pas forcément in fine avoir les solutions pour engager un travail émotionnel ou un travail énergétique. Et ce que propose Natacha à travers ces protocoles, ou ce que propose le chamanisme ou d'autres techniques de cet ordre, c'est vraiment des outils concrets qui vont agir sur l'énergie, qui vont agir sur l'âme, qui vont agir sur ces dimensions qui nous constituent, qui sont des réalités objectives. Et il est important de travailler là-dessus, parce que c'est pas tout de constater qu'on est dissonant, c'est pas tout de constater qu'on a eu un mécanisme de dissociation à un moment donné. Le comprendre ne suffit pas à le guérir. Je prends l'exemple du syndrome de stress post-traumatique, qui touche notamment beaucoup de soldats de retour de conflit. On observait, et ça je me souviens d'en avoir discuté avec David Servan-Schreiber, on observait une atrophie de l'amygdale et une atrophie de certaines zones cérébrales suite au mécanisme de syndrome de stress post-traumatique. Et on se disait, bon on peut rien faire en fait, on peut en parler, un soldat peut aller parler à un psy encore et encore des actes terribles auxquels il a participé et qui ont généré ces syndromes de stress post-traumatique. Mais bon, falloir vivre avec ça, quoi, c'est tout. Dommage. Sauf qu'avec l'EMDR, par exemple, la technique qui a été amenée en France par David Servan-Schreiber, on permet d'agir directement sur le traumatisme et de résorber cette zone qui s'est de reconstruire cette zone qui s'est atrophiée dans le cerveau. Donc on a des outils aujourd'hui qui sont des outils nouveaux. Le MDR en est un depuis une quinzaine d'années, mais il y a d'autres outils qui commencent de plus en plus à pénétrer la psychothérapie, le chamanisme, puis qui permettent de travailler. Oui, puis je pense à tout le champ, pardon, je te coupe une seconde, des thérapies psychocorporelles. J'ai fait un podcast sur la psychologie biodynamique dont je te parlais aussi hors antenne. C'est vrai qu'il faut passer ensuite par l'énergie, par le spirituel, mais aussi par le corps. Notre corps est constitué de matière, mais il est aussi le résultat de la densification dans le temps et dans l'espace d'une âme, d'une énergie, d'information, et tous ces niveaux-là doivent être travaillés pour que la guérison et l'équilibre et l'harmonie soient retrouvés et observables in fine dans le corps. Donc, effectivement, si on ne travaille uniquement en verbal, on travaille uniquement à un niveau de conscience qui est le niveau du mental, qui encore une fois, qui est très bien. J'ai une grande admiration pour certaines approches psychanalytiques et l'outil d'exploration du mental qu'elles permettent, mais ça suffit pas. Ça suffit pas. Il faut aussi travailler sur le corps, il faut aussi travailler sur l'information, sur l'énergie, sur ces différents niveaux. Et effectivement, comme tu le dis, aujourd'hui, il y a un développement des thérapies psychocorporelles qui sont formidables. Mais voilà, le psychocorporel ne va pas forcément intervenir pour certaines techniques sur la dimension spirituelle, la dimension transpersonnelle. Et là, il faut faire intervenir des outils qui peuvent provenir, par exemple, du chamanisme ou du travail purement énergétique. Voilà, on vit dans un monde où on voit de plus en plus l'émergence de toutes ces techniques. Donc, elles ne se cantonnent pas uniquement à une ou une autre voie,
y a vraiment quantité d'outils phénoménales et formidablement accessibles. Donc, restez pas seul. Voilà, ne restons pas seuls avec ces blessures. On peut pas guérir tout seul. Pour finir, Stéphane, ce podcast, tu parles, pour finir sur une note aussi de beauté, hein, tu parles de conscience sœur. À un moment donné dans ton livre, tu parles de cette expérience où tu nages avec les dauphins, avec ta fille. Et c'est très beau ce parallèle parce qu'on voit effectivement la blessure de l'enfance et puis aussi on voit la beauté quand justement on est tous reliés, comme tu le dis, à une sorte de supraconscience universelle et qu'on est dans la beauté des rapports humains et pas dans la noirceur et ces rapports blessés. Et j'ai bien aimé en fait que c'est pas très long, hein, ce passage où vous parlez de ce moment-là, mais qui est très beau et très doux et qui répare aussi quelque chose, je trouve. J'ai essayé dans ce livre de parler de tout ce auquel je crois, tout ce qui me semble important aujourd'hui. Et je suis arrivé à ce constat que nous sommes des êtres spirituels avant tout, non pas en ayant fait 10 ans de retraite dans un ashram en Inde, ça je vais le faire maintenant, je vais y aller, mais j'y suis arrivé en étant journaliste, en faisant un travail d'enquête. Donc je pense qu'aujourd'hui, pour tous les gens rationnels, issus de notre monde matérialiste, il y a les outils, il y a les preuves, il y a les recherches nécessaires et existantes qui permettent de constater que nous sommes des êtres spirituels, que nous avons une dimension de nous, que j'ai appelée l'âme, pour faire simple, qui n'est pas réductible à notre corps et qui n'est pas coincée dans le temps et dans l'espace. Et cette âme, elle est belle. Cette âme, elle vient d'un monde d'harmonie, elle vient d'un espace pur, totalement harmonieux, extatique, auquel j'ai eu accès par petites bribes à certains moments dans mes expériences chamaniques. Donc je sais que cet espace existe. Et je sais que la noirceur du monde, la merde, pardon, je dis des gros mots, même la noirceur de cet homme qui a commis sur moi ces actes absolument innommables, elle recouvre quelque chose de beau. J'en suis convaincu. Je suis convaincu que derrière cet homme, il y a quelque chose de beau. Derrière les criminels, il y a quelque chose de beau. Il y a, comme disent différentes traditions spirituelles, il y a un morceau de Dieu dans chaque être humain, quel que soit cet être humain. Que ça soit le pire des êtres humains de cette planète, il y a quelque chose de beau. Donc aujourd'hui, et je le montre dans ce livre, et ça a été pour moi la vraie révélation de cette expérience, j'ai envie d'aller voir ce quelque chose de beau en chaque être humain, quel qu'il soit, même cet homme, même lui. Parce que ce quelque chose de beau, il existe, et la noirceur, l'ombre, la cochonnerie, le crime, c'est de la confusion, c'est des blessures, c'est des choses qui peuvent être nettoyées, qui doivent être nettoyées. Et le métier de l'être humain, c'est peut-être ça, c'est peut-être de nettoyer tout ce qui peut l'être pour faire vivre au maximum de cette harmonie sur cette planète qui en a bien besoin. Bah dis donc, merci infiniment Stéphane pour ces mots, parce que c'est ô combien difficile. Donc merci pour cette œuvre, pour ces mots justes et cette sagesse aussi, cette note d'espérance que tu nous donnes à la fin, qui malgré la noirceur, donne aussi beaucoup d'espoir. J'ai enregistré un podcast avec Catherine Oberlé, qui est thérapeute et qui a parlé aussi de ce qu'elle a subi comme inceste dans l'enfance et d'agression sexuelle pour la première fois sur cette antenne, avec aussi courage. Donc je dédie aussi ce podcast à toutes ces âmes, oubliées, qui est le titre de ton livre. C'est plus de 3 millions de personnes en France qui ont pu vivre cela et qui vont pouvoir peut-être cheminer, s'interroger et, comme je le disais tout à l'heure, travailler en systémie. Merci vraiment infiniment. Ce livre est chamboulant, vous l'entendez aussi dans mes mots, il est incroyable, Nos âmes oubliées aux éditions Albin Michel, qui sort là tout juste. Alors courez l'acheter, vous allez pouvoir aussi le lire en terrasse, même si c'est pas un livre qu'on lit de manière anodine. Moi je l'ai lu en 24 heures et je pouvais plus décoller. J'étais extrêmement remuée après sa lecture et en même temps c'est un livre thérapeutique, donc passez-le aussi à vos proches si vous pensez que certaines personnes, je pense, peuvent en avoir besoin. On connaît tous, si ce n'est soi-même, dans nos familles, autour de nous, quelqu'un qui a pu vivre ces agressions sexuelles. C'est vrai qu'on dit aussi qu'il faut éviter le terme d'abus
et qu'on parle d'agressions sexuelles, car même si elles peuvent être non violentes, elles restent des agressions. On n'en a pas parlé, mais c'est vrai que la culpabilité du petit enfant, tu le dis souvent, qui se sent écrasé et qui parfois peut prendre du plaisir. C'est aussi souvent relaté dans des problématiques d'agression sexuelle, et c'est double culpabilité. À un moment où sa sexualité, pour lui, il ne sait absolument pas ce que c'est. Il ne voit que la tendresse, alors qu'il s'agit d'une agression vraiment sexuelle. Il faut aussi le redire. Donc je le redis là. Merci Stéphane, merci infiniment. Merci beaucoup Anne, à toi et pour tout ce que tu fais à travers ces podcasts qui sont plus que nécessaires et plus que formidables. Merci beaucoup. Merci beaucoup Stéphane Alix. Alors on peut te retrouver et suivre aussi ton actualité pour la sortie de ce livre sur ton Facebook Stéphane Alix officiel, c'est bien ça je crois. C'est ça. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast. Si vous aimez ce podcast, favorisez sa diffusion en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast ou sur votre plateforme préférée. Et surtout, abonnez-vous pour suivre tous les épisodes gratuitement. Découvrez aussi en librairie mon livre, issu du podcast Métamorphose, éveille ta conscience, 33 rencontres essentielles pour être soi aux éditions Erol. Et enfin, pour nous soutenir, rejoignez la tribu Métamorphose à l'adresse patreon.com/métamorphose. Merci infiniment. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience.